je me suis dit qu'il fallait que je vous parle avant d'aller au travail. Je me suis promise de ne plus me taire lorsque mon pays reçoit ou perçoit ou je perçois des injustices. Je parcours l'actualité comme tous les matins et je tombe sur un article. Au-delà des 1736 Camerounais qui ont été déportés en janvier, ce sont des gars qui fuyaient le Nozo. Hein. Ce sont des gens qui sont allés chercher une vie meilleure ailleurs, qu'on va renvoyer comme des pauvres prisonniers, on les menotte, on les met dans l'avion. Ce sont des vies brisées. Au-delà de ça, je vois que le conseil d'administration de la Banque mondiale réuni en sa session du 14 mars 2025, et je lis, a approuvé la deuxième opération de soutien aux politiques de développement pour la soutenabilité budgétaire, des gros mots, et la croissance inclusive, des gros mots, au profit de la République du Cameroun. À l'issue de cette réunion, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions de francs CFA qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire. Ils se sont classés partenaires depuis la conclusion du programme de 2022. Corinne. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, des réformes visant notamment à accélérer le processus de décentralisation, bla 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 bla, et pour améliorer durablement l'état du réseau routier. Comment ne pas s'énerver? Pour améliorer les infrastructures de transport et pour la gestion de la ressource en eau. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars en 2022, puisqu'il s'est porté à 300 millions maintenant, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. Pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais, elle doit faire attention à ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Le Cameroun est classé 142e sur 180 en termes de mauvaise gouvernance par Transparency International en 2023. Les Américains le savent. La Banque mondiale le sait. Mais il nous donne 200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Motazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire 1, 2, 3, chanter Paul Biya, toujours chaud gars. Et ils vont chanter. Mes frères, c'est violent. Le rôle de la Banque mondiale, sa mission principale, c'est de réduire la pauvreté et de relancer des projets de développement comme l'infrastructure, la santé, l'éducation. Depuis 2022, on a vu ça au Cameroun. Et avant 2022, on parle de 40 ans de règne. Vous avez vu ça au Cameroun. Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman. Pardon. Tu n'as rien fait de mal au bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides au d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime corrompu. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people knows what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est. Parce que tu veux l'assujettir.
Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances ne sera plus là. Et vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir avec des régimes d'austérité. Nous allons dévaluer le franc CFA. Nous allons diminuer le salaire des fonctionnaires, rembourser. Ça va être du chantage. Et qu'est-ce qu'ils vont prendre en retour? Comme vous ne pouvez pas rembourser, vous allez donner quelques-unes de vos ressources minières. Arrêtons. Je suis une militante panafricaniste. Je me suis promise de parler. Je me suis promise. Je ne voudrais pas m'attaquer aux personnes. Je pourrais aller beaucoup plus loin. Il y a une mauvaise gouvernance. La Banque mondiale ne doit pas nous donner de l'argent. Nous devons prendre exemple sur le Faso. Nous avons des gouvernements révolutionnaires qui nous ont montré l'exemple. Ils ne sont pas morts. C'est une question de courage politique. Ce courage que nos politiques n'ont plus. Ils ont passé l'âge de comprendre les enjeux de ce siècle. Ils ont passé l'âge. Mes frères, je suis venu vous dire ça. Ne laissons pas cet argent, nous n'en avons pas besoin. Qu'ils gardent leur argent, qu'ils gardent leur outil de chantage, qu'ils démissionnent des Africains. Nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est le 4 avril que ça a été approuvé. Après leur réunion, on vient de légitimer le gouvernement Biya. On vient de leur donner l'argent pour battre campagne. Ça m'attriste, mais je crois que nous avons le devoir de vous le dire. Je vais au travail. Vraiment, à bon entendeur, salut. Il est des instants où les voix citoyennes percent le brouillard de l'indifférence, éclatent au cœur d'une société épuisée et mettent à nu les vérités enfouies sous les discours officiels. La vidéo de cette Camerounaise, exprimant avec une franchise désarmante son exaspération face à la gouvernance de Paul Biya et au soutien de la Banque mondiale, résonne comme un cri d'alarme. Ce cri n'est pas isolé. Il est le symptôme d'un malaise profond, d'un ras-le-bol généralisé dans une société où l'espoir d'un avenir meilleur semble de plus en plus compromis. Il ne s'agit pas ici de verser dans l'émotion pure, mais bien de prendre au sérieux les griefs soulevés, d'en faire l'analyse critique et d'évaluer objectivement ce qu'ils disent de l'état du Cameroun contemporain. Il est parfois des prises de parole citoyennes qui, bien que spontanées, traduisent avec acuité les profondes fractures d'un pays, les douleurs enfouies d'un peuple et les tensions accumulées dans la conscience collective. Corinne, une Camerounaise anonyme, mais dotée d'un courage rare, a décidé de ne plus se taire. Son message, diffusé à la veille des élections présidentielles, constitue un acte politique fort, une dénonciation sans filtre d'un système qu'elle estime à bout de souffle. Si ces mots sont empreints d'émotion, ils n'en demeurent pas moins révélateurs d'un malaise structurel, d'une fatigue démocratique et d'un ras-le-bol social qui, s'ils ne sont pas écoutés, pourraient s'enraciner dangereusement dans la société camerounaise. Ce que Corinne exprime dès le départ, c'est un besoin vital de parole. Elle souligne l'importance de ne plus garder le silence face aux injustices, marquant ainsi une rupture avec cette longue tradition du silence résigné qui accompagne tant de peuples sous régime autoritaire. Sa posture est celle d'une citoyenne éveillée, traversée par les douleurs de son pays, mais aussi mue par une volonté ferme de refuser l'indifférence. En ce sens, son engagement rejoint celui d'une génération montante d'Africains qui refusent d'être les spectateurs passifs de leur propre marginalisation. Elle dit « Je me suis promise de ne plus me taire lorsque je perçois des injustices ». Cette phrase est lourde de sens dans un pays où la parole peut être une arme, mais aussi une cible. L'un des premiers points soulevés dans son intervention est la question des déportations de migrants camerounais. Plus de 1700 personnes, dit-elle, ont été expulsées en janvier. Le chiffre impressionne. Mais au-delà du nombre, c'est l'image humaine qui choque Corinne. Des vies brisées, des êtres menottés, transportés comme des criminels, des citoyens qui avaient fui la misère pour espérer ailleurs. Dans sa dénonciation, elle ne se limite pas à la seule brutalité des procédures migratoires. Elle interroge surtout ce qui pousse les jeunes à partir, ce vide existentiel, cette absence de perspective que la gouvernance actuelle ne semble pas pouvoir combler. Pour elle, ces exils sont le fruit direct de la mauvaise gouvernance. Ainsi, l'émigration devient ici un indicateur de faillite sociale, une sorte de référendum silencieux par les pieds. Mais c'est sans doute l'annonce d'un financement de 200 millions de dollars par la Banque mondiale au profit du Cameroun qui déclenche chez elle l'indignation la plus vive. Elle considère ce décaissement comme une gifle faite au peuple camerounais, une insulte à leur souffrance, et surtout, une légitimation d'un régime qu'elle juge illégitime. La critique est frontale, mais elle repose sur un raisonnement politique structuré.
Elle observe que cette aide intervient à la veille d'un scrutin présidentiel et y voit un appui déguisé à un pouvoir contesté. Pour elle, l'argent de la Banque mondiale devient de fait un fonds de campagne électorale versé au mauvais moment, aux mauvaises mains, et avec des conséquences lourdes pour l'avenir. Sa critique va plus loin. Corinne ne s'en prend pas seulement au gouvernement camerounais, mais également à la Banque mondiale, qu'elle accuse de complicité. Elle questionne les critères de gouvernance retenus par cette institution pour justifier une telle aide. À l'appui, elle cite les classements de Transparency International qui placent le Cameroun parmi les pays les plus corrompus du monde. Elle rappelle que même les partenaires occidentaux, comme les États-Unis, sont au courant de cette mauvaise gouvernance. Pourtant, la Banque mondiale décide de poursuivre sa coopération budgétaire avec Yaoundé. Elle y voit une stratégie de domination, une manière de maintenir le Cameroun sous tutelle par la dette et par l'appui au régime faible. Le mot « illégitimité » revient souvent dans son discours. Elle insiste sur le fait que le gouvernement camerounais ne représente pas, selon elle, la volonté populaire. Le régime est décrit comme clientéliste, opaque, corrompu et déconnecté des réalités du peuple. Ce rejet radical de l'ordre politique en place n'est pas seulement émotionnel. Il se fonde sur une série d'observations concrètes: pauvreté persistante, infrastructures délabrées, jeunesse abandonnée, éducation en crise, santé sinistrée. Depuis 2022, dit-elle, rien n'a changé malgré les financements successifs. Elle pointe notamment la saleté persistante dans les villes comme un symbole d'échec global. Ce sont là des éléments tangibles, observables, que même les discours officiels peinent à masquer. Ce que Corinne dit ensuite est encore plus fort. Elle considère que la Banque mondiale est désormais responsable des souffrances du peuple camerounais. Par son soutien financier répété, elle devient aux yeux de cette militante une institution complice, voire coupable. Elle accuse cette organisation d'ignorer sciemment la réalité du terrain, de fermer les yeux sur la corruption, et de servir des intérêts politiques plutôt que le développement humain. Il ne s'agit pas ici d'un simple rejet idéologique des institutions financières internationales, mais bien d'une mise en cause fondée sur l'observation des effets concrets de leurs interventions. Son indignation atteint un sommet lorsqu'elle évoque les conséquences sociales de cette gouvernance défaillante. Des enfants contraints de vendre des arachides au lieu d'aller à l'école, des femmes usées par le commerce de survie dans les rues brûlantes, des familles piégées dans un cycle sans fin de précarité. À travers ces exemples, Corinne donne un visage humain à l'échec du développement. Elle montre que derrière les chiffres, les rapports, les programmes, il y a des existences broyées, des rêves avortés, des jeunesses sacrifiées. Son émotion devient politique parce qu'elle traduit une réalité collective. Elle n'est pas seulement révoltée pour elle-même, mais pour tous les autres, pour ceux qui n'ont pas la parole. Elle développe ensuite une critique féroce du mécanisme de la dette. Pour elle, le Cameroun est entraîné dans une spirale de dépendance. L'aide reçue aujourd'hui sera payée demain par une jeunesse qui n'a pas consenti à cet endettement. Elle accuse le gouvernement actuel de brader l'avenir en contractant des dettes qui ne remboursera jamais et qui justifieront demain des politiques d'austérité, baisse des salaires, coupes budgétaires, privatisation, dévaluation du franc CFA. Elle anticipe un avenir sombre pour sa génération, un avenir d'asservissement économique orchestré avec la complicité des bailleurs. Ce qui se dessine à travers son discours, c'est une remise en cause globale du modèle de développement imposé par l'extérieur. Elle ne rejette pas toute coopération, mais elle en conteste les modalités, absence de transparence, calendrier électoral biaisé, manque d'évaluation sérieuse des réformes, opacité dans la gestion des fonds. Elle appelle à une rupture, sortir du cycle de la mendicité internationale, rompre avec les instruments de domination financière et construire une alternative fondée sur la souveraineté économique, l'innovation locale et la solidarité panafricaine. Elle cite en exemple des gouvernements dits révolutionnaires, comme au Burkina Faso, qui ont choisi de se passer des aides internationales pour défendre une certaine idée de la dignité africaine. Elle ne les idéalise pas, mais elle admire leur courage politique. Ce courage, dit-elle, fait défaut à la classe politique camerounaise, qu'elle décrit comme vieillissante, usée et incapable de comprendre les enjeux du XXIe siècle. À travers ce constat, elle ne fait pas que critiquer. Elle propose aussi une vision, celle d'une Afrique capable de se gouverner elle-même en rupture avec la dépendance néocoloniale. Sa conclusion est sans appel. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Cette phrase, brutale, résume tout le refus, toute la colère, mais aussi tout le désir d'autonomie qui traverse son intervention. Elle appelle à un sursaut citoyen, à une prise de conscience collective, à un refus de l'humiliation. Elle veut que les Camerounais comprennent qu'ils peuvent refuser cette aide, qu'ils peuvent dire non, qu'ils peuvent reprendre la main sur leur destin. En cela, son discours est aussi un appel à la dignité, à la fierté retrouvée, à la reconquête de la souveraineté.
Il ne s'agit pas ici d'adhérer à toutes ces positions, ni de valider chaque mot prononcé sous l'émotion. L'analyse critique exige du recul. Certains arguments mériteraient d'être nuancés, notamment sur la complexité des mécanismes financiers internationaux ou la diversité des programmes appuyés par la Banque mondiale. Mais son cri ne peut être ignoré. Il dit quelque chose d'essentiel sur l'état moral du Cameroun, sur la fracture entre le pouvoir et la population, sur l'usure d'un système et sur l'urgence d'un changement profond. Il interpelle non seulement les gouvernants, mais aussi les partenaires internationaux, les élites intellectuelles et surtout la jeunesse camerounaise. Le cri de Corinne ne s'inscrit pas seulement dans une logique de dénonciation, il s'apparente aussi à un acte de résistance. C'est la voix d'une femme qui refuse l'anesthésie collective, qui ne se résout pas à la banalisation de l'absurde. Elle défie à la fois l'inertie du peuple et l'arrogance du pouvoir. Dans son discours, il y a quelque chose d'existentiel, un appel à sortir de la torpeur, à refuser la soumission douce, celle qui finit par rendre le mal acceptable et la douleur ordinaire. Elle veut réveiller les consciences, provoquer l'indignation, ouvrir les yeux d'une société trop habituée à se taire, à attendre, à espérer dans le vide. Elle ne parle pas comme une militante d'un parti politique, ni comme une intellectuelle bardée de diplômes. Elle parle comme une femme du peuple, une citoyenne ordinaire, témoin quotidien des souffrances de sa communauté. Et c'est précisément ce qui rend son discours si puissant. Il n'est pas théorique, il est ancré dans le réel. Il est porté par une légitimité populaire qui ne s'achète pas. Cette parole brute, non filtrée, dénuée de calculs politiques, vient percuter les récits officiels, les bilans triomphalistes, les discours d'autosatisfaction des institutions. Lorsqu'elle évoque les élections, elle ne se contente pas de douter de leur transparence. Elle les considère comme un simulacre, une mascarade destinée à donner une façade démocratique à une dictature déguisée. Elle ne croit plus au processus électoral tel qu'il est organisé par le régime en place. Pour elle, voter, dans ces conditions, revient à légitimer sa propre oppression. Elle pose ainsi une question fondamentale. Dans quelle mesure peut-on parler de démocratie dans un pays où les institutions sont contrôlées par le pouvoir exécutif, où la commission électorale est inféodée et où les résultats sont souvent connus d'avance? Son discours va jusqu'à remettre en cause le contrat social. Elle ne se sent plus représentée ni protégée par l'État. Elle n'en attend plus rien. C'est une rupture, une fracture. Elle ne parle pas de réforme, mais de renversement. Pour elle, l'État camerounais ne peut plus être réformé de l'intérieur. Il faut le refonder. Elle ne croit plus aux promesses de changement portées par les mêmes visages usés. Elle rejette aussi les oppositions de façade, celles qui participent au système tout en prétendant le combattre. Elle appelle à un nouveau pacte fondé sur la justice, la transparence, l'équité et la souveraineté populaire. L'un des aspects les plus forts de son discours est la manière dont elle relie les enjeux locaux aux dynamiques globales. Elle comprend que la pauvreté du Cameroun ne résulte pas uniquement de l'incompétence de ses dirigeants, mais aussi d'un système international de domination économique fondé sur l'endettement, le chantage diplomatique et la dépendance structurelle. En cela, elle incarne une conscience panafricaine en éveil qui voit les liens entre la dette, la monnaie, la coopération et la souveraineté. Elle refuse de croire que son pays est pauvre par nature. Elle affirme qu'il est appauvri par des choix politiques. Elle interpelle aussi les intellectuels, les journalistes, les artistes. Où sont-ils, dit-elle, pendant que le peuple souffre? Pourquoi ce silence complice? Pourquoi tant de médiocrité morale dans les milieux qui devraient éclairer la société? Son appel est un appel à l'engagement. Elle veut voir naître une intelligentsia courageuse, capable de dire non, de produire une pensée critique, de nourrir le débat démocratique. Elle veut des voix qui ne tremblent pas, qui ne flattent pas le pouvoir, qui ne se vendent pas. Elle veut une presse libre, une université insoumise, une société civile forte. Elle pousse la réflexion jusqu'à évoquer la possibilité d'un soulèvement. Elle ne l'appelle pas explicitement, mais elle en dessine les contours. Elle parle de dignité, de refus, de résistance. Elle invite les Camerounais à cesser de subir, à prendre en main leur destin, à se lever. Elle évoque implicitement les printemps arabes, les insurrections citoyennes, les mouvements populaires qui ont changé le cours de l'histoire ailleurs. Mais elle avertit aussi. Si la colère du peuple n'est pas entendue, si la Banque mondiale continue de soutenir l'injustice, alors il y aura des conséquences. La paix sociale n'est jamais éternelle lorsque la souffrance devient insupportable. Ce que Corinne révèle, c'est aussi la puissance des nouvelles technologies comme espace de libération. Sa voix a été entendue grâce aux réseaux sociaux. Elle n'a pas eu besoin d'un micro officiel, d'un plateau télé ou d'un journal. Elle a utilisé son téléphone, sa connexion et sa sincérité.
C'est là un changement radical dans la configuration de l'espace public africain. La parole ne vient plus uniquement d'en haut, elle jaillit d'en bas. Elle ne suit plus les circuits institutionnels. Elle s'autodiffuse, s'autopropage, s'auto-renforce. Et c'est cela qui fait peur au régime autoritaire. Cette capacité du peuple à s'organiser, à parler, à contester sans autorisation. Elle termine en appelant à l'amour du pays, mais pas un amour aveugle, un amour exigeant, un amour qui veut le bien commun, la justice, la vérité. Elle aime le Cameroun, dit-elle, et c'est pour cela qu'elle ne veut plus voir ce pays humilié. Elle parle au nom de tous ceux qui n'en peuvent plus, mais qui n'osent pas le dire. Elle devient ainsi un symbole, non pas d'un parti ou d'une idéologie, mais d'un éveil citoyen, d'un désir profond de liberté et de changement. Elle est la voix de ceux que personne n'écoute, mais qui forment la majorité silencieuse. Il serait facile pour le pouvoir en place de la taxer d'opposante, de manipuler ou de frustrer. Mais ce serait là une erreur stratégique. Car Corinne ne parle pas en politicienne. Elle parle en victime lucide, en témoin crédible, en citoyenne sincère. Elle ne demande rien pour elle. Elle demande la fin d'un système qui broie les plus faibles, récompense les médiocres et méprise les plus méritants. Sa parole est donc dangereuse, non parce qu'elle incite à la violence, mais parce qu'elle met à nu les mensonges, les hypocrisies et les échecs d'un pouvoir qui se croit éternel. En dernière analyse, son discours est un test. Un test pour la société camerounaise. Saura-t-elle écouter cette voix et se remettre en question? Un test pour la jeunesse. Aura-t-elle le courage de se lever? Un test pour les institutions internationales. Continueront-elles de financer des régimes autoritaires pour préserver leurs intérêts? Un test pour les élites. Oseront-elles briser le mur du silence? Car si rien ne change, alors le cri de Corinne ne sera que le prélude à une tempête. Et cette tempête, nul ne pourra dire qu'il ne l'avait pas vue venir.